Le président de la République, Paul Kagame, qui est président de la formation politique FPR Ingotani, préside un congrès de FPR Ingotani en présence de membres de cette formation politique et d'invités d'autres partis politiques. Sergio Ramos, Keylor Navas et Julian Draxler, qui font partie de l'équipe Paris Saint-Germain, sont au Rwanda dans le cadre de la visite du Rwanda, connue comme Visit Rwanda. Bienvenue à tous au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, qui est président de la formation FPR Ingotani, préside un congrès de FPR Ingotani en présence de membres de cette formation politique et d'invités d'autres partis politiques. La réunion passera en revue l'état d'avancement des programmes de développement social du FPR Ingotani. Un congrès pareil s'était tenu pour la dernière fois en décembre 2019. Sergio Ramos, Keylor Navas et Julian Draxler, qui font partie de l'équipe Paris Saint-Germain, sont arrivés au Rwanda dans le cadre touristique connu comme Visit Rwanda. Il est prévu qu'ils rendent visite à différents sites touristiques du Rwanda, particulièrement ceux liés à l'histoire du pays. Les professionnels des médias ont été exhortés à aider le gouvernement à éduquer le public, à jouer un rôle dans les programmes gouvernementaux destinés à renforcer leur bien-être social et le développement du pays en général. Patrick Nilidandi nous fait le point. Les gérants et propriétaires des différentes maisons de médias soulignent qu'ils comprennent leur rôle dans l'éducation du public pour que ces derniers participent aux activités et programmes destinés à améliorer son bien-être. Les programmes médiatiques sont transversaux. Ils concernent à la fois les décideurs politiques et les citoyens pour qu'ils puissent jouer un rôle dans les programmes qui leur sont destinés. Les enseignants à l'université indiquent que pour obtenir la participation des citoyens aux programmes gouvernementaux, il est nécessaire d'avoir des journalistes et des éducateurs professionnels. Vous ne pouvez pas enseigner sans un indice sur ce qui s'est passé dans l'industrie des médias. Le partenariat entre nous, les enseignants et les professionnels des médias est très important, car même lorsque nous devons améliorer ou mettre à niveau nos cours, le Conseil supérieur de l'enseignement demande la recommandation des acteurs de médias. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, affirme que la responsabilité des médias comprend notamment l'éducation de la population. Il apprécie le rôle des médias dans l'éducation du public, sur le rôle qu'il doit jouer dans la recherche des solutions aux problèmes et dans son développement. Le rôle des médias est important pour rappeler aux citoyens que, quelle que soit l'importance des programmes gouvernementaux destinés à les aider, ils ont un rôle à jouer, notamment dans l'éducation de leurs enfants, ainsi que d'autres responsabilités essentielles. Le ministre Gatabazi a également appelé les médias à jouer un rôle majeur dans la préparation, le déroulement et la réussite du sommet du Shogam prévu en juin au Rwanda. Nous exhortons les médias à montrer le caractère unique du Rwanda dans leurs émissions pendant le Shogam. Vous devriez également commencer à travailler avec les médias internationaux pour donner une bonne image de notre pays, car le monde entier attendra de voir ce que notre pays a à offrir. Ainsi, les professionnels des médias devraient travailler de manière professionnelle pour montrer les opportunités d'investissement dans notre pays et la beauté de notre pays en général. Selon le baromètre des médias rwandais en 2021, le rôle des médias dans l'éducation des citoyens et les encourager à jouer un rôle dans les politiques et programmes gouvernementaux était de 98,9%. Les membres du secteur privé au Rwanda et au Botswana ont convenu de se rencontrer plus fréquemment pour obtenir suffisamment d'informations sur les opportunités d'investissement, car les deux pays ont besoin de stimuler leurs économies. Patrick Nilidandi.
Les représentants des sociétés d'investissement du Botswana ont rencontré leurs homologues du secteur privé rwandais dans le but d'échanger les informations sur le domaine d'investissement entre les deux pays. Kolotitse Olembile, directeur général de l'agence botswanaise d'investissement et du commerce, a indiqué que les investisseurs rwandais et botswanais ont besoin les uns des autres pour dynamiser les économies de leur pays car les opportunités d'investissement sont disponibles des deux côtés. L'économie du Botswana est fortement basée sur le tourisme et l'exploitation minière avec une population de 2,3 millions d'habitants et une superficie totale de 582 000 km². Jean-François Mobiligui, vice-président de la Fédération du secteur privé au Rwanda, affirme que le Botswana a de nombreuses opportunités que les membres du secteur privé rwandais devraient rendre productives. Ils envisagent de se lancer dans le secteur industriel, en particulier dans l'agro-industrie, le développement des services, dans les technologies de l'information et de la communication, le soutien aux projets d'innovation au Rwanda et les services financiers. Les membres du secteur privé des deux côtés ont également signé des accords de coopération couvrant différents domaines, y compris l'élimination des obstacles qui entravent le commerce et l'investissement, ce qui, selon le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Dr Vincent Biruta, apportera les résultats souhaités car il existe une volonté politique de deux côtés. C'est la première fois qu'une telle rencontre a eu lieu entre les membres du secteur privé rwandais et botswanais. L'expansion des investissements et du commerce entre les pays africains est l'un des facteurs qui aideront le continent à accroître et à augmenter la production industrielle, afin de soutenir la mise en œuvre de DAZELCAF qui vise à satisfaire la population de plus de 1,2 milliard de personnes sur le continent. Le Rwanda et la Centrafrique ont signé des accords comprenant un échange de connaissances qui permettent de trouver des solutions aux défis auxquels les deux pays font face. Le récit suivant nous en dit plus. Qui vont renforcer davantage les relations des deux pays, surtout qu'ils ont presque la même culture et histoire. L'ambassadrice Mulikinga Christine s'exprime sur le contexte de ces accords. Leur domaine de coopération, entre autres la sécurité sociale, les assurances maladie, la démobilisation, le programme de démobilisation et de réinsertion. Mais nous sommes aussi mis d'accord de continuer la coopération, d'élargir la coopération parce que la délégation a eu un grand intérêt, par exemple en ce qui concerne la digitalisation de beaucoup de services, surtout les services rendus aux citoyens. Le service de gestion, par exemple, du personnel de l'État, par exemple, pour la digitalisation aussi de la gestion des fonctionnaires, mais aussi beaucoup d'autres domaines comme la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse, un pays qui sort des conflits. La jeunesse est toujours très vulnérable, donc aussi partager notre expérience comme en tant que Rwanda, le chemin que nous avons pris, surtout la cohésion nationale qui est très importante pour la stabilité durable et le développement durable d'un pays. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme institutionnelle de la Centrafrique revient sur l'importance de ces accords. En tant qu'Africains, nous avons intérêt à marcher ensemble, à conquérir ensemble les différents pans de réduction de la pauvreté. Pourquoi? L'expérience nous a montré que c'est lorsque nous avons des poches importantes de pauvreté dans le pays que certains esprits mal intentionnés vont instrumentaliser les jeunes pour faire les rébellions. Mais lorsqu'on fait les rébellions aux portes du Rwanda, ou même un peu plus loin, les conséquences vont revenir aussi sur le Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il y aura des réfugiés qui vont venir et ce sont des gens qui peuvent aussi constituer un certain niveau d'insécurité. C'est pour ça que nous avons intérêt à ce que, quels que soient les petits coins d'Afrique, nous puissions arriver à faire en sorte que chacun là où il est, il puisse vivre décemment. Et donc il faudrait que cette lutte contre la pauvreté soit considérée comme une lutte pour tous les Africains. Le Rwanda, comme le Centrafricain, doit considérer que la lutte que nous menons en Centrafrique
contre la pauvreté, c'est une lutte qui intéresse le Rwanda. Et s'il a des espérances dessus, il faut qu'il communique ses espérances à son frère centrafricain puisqu'on avance. Umutoni Kazimba Shakila, directrice des Affaires étrangères de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Rwanda, souligne que les accords que le Rwanda et la Centrafrique ont signés vont renforcer les relations des deux pays. Mon message, c'est à nos frères et sœurs de la République centrafricaine que c'est possible d'avoir un partenariat très fort avec les pays du Sud pour adresser les défis auxquels nous nous heurtons en Afrique sans nécessairement les trouver ailleurs. Nous sommes convaincus que nous avons l'expertise, nous avons la volonté, nous avons les moyens sur notre continent et c'est très important de continuer à renforcer ce partenariat Sud-Sud pour avancer nos pays. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle en Afrique centrale va appuyer la mise en œuvre de ces accords comme l'indique le chef du Bureau des Nations Unies en Centrafrique. Memorandum of Understanding entre les trois parties, à savoir le gouvernement de la République centrafricaine, la République du Rwanda et le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce MOU rentre dans le cadre d'autres accords de coopération entre les deux États que nous, en tant qu'agence de développement, le Programme des Nations Unies, voulons porter. Nous avons défini pour le moment 5 domaines, à savoir la transformation digitale, à savoir les mutuelles de santé, mais qui focalisent sur les fonctionnaires, et le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, nous avons une expérience avérée au Rwanda, toutes les questions de financement du climat et d'autres domaines que nous allons essayer d'élargir, notamment la gestion des finances publiques, la plateforme Irembo. Vous voyez comment au Rwanda aujourd'hui il est très facile à travers l'outil digital d'accéder à tous les outils qui nous rendent la vie très, très facile. Oui, nous avons dit on peut changer le narratif en Centrafrique, c'est un pays qui est en crise, mais c'est un pays qui peut se construire. Donc c'est pour cela que nous sommes ici. Pourquoi aller très loin alors qu'un pays qui est juste à côté, à 2 heures de vol, qui a du développement bien concret, ne peut pas s'appliquer. Donc voilà pourquoi nous sommes venus signer le MOU avec Madame l'ambassadrice Christine du Rwanda Corporation. Et je pense que c'est une innovation pour notre pays. Et pour le PNUD, c'est ce que nous essayons d'encourager, que les États membres, surtout en Afrique, puissent travailler ensemble. Voilà un peu l'objectif de notre passage ici. Le Rwanda et la Centrafrique avaient déjà signé des accords de coopération dans plusieurs domaines, principalement en sécurité et commerce. À la veille de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai, secrétaire général adjoint de l'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale, Monsieur Eric Manzi, c'est l'une des personnalités les mieux indiquées pour parler des droits des travailleurs au Rwanda, dans la région et en Afrique et dans le monde. Bonsoir, Monsieur Eric. Bonsoir, madame. Quelle est votre impression à la veille de la fête du travail demain ? Mon impression, nous devons noter que nous, spécialement, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans tous les pays d'Afrique et dans le monde, nous sommes en train de sortir d'une période de crise de la Covid-19 et qu'au niveau de tous les États, nous sommes dans une période de reprise économique post-Covid-19. C'est ça qui, aujourd'hui, orchestre tout ce que aujourd'hui au niveau des pays sont en train de faire et qui, comme vous le savez, la crise du Covid-19 a créé énormément de problèmes, a déstructuré la plupart des économies. Mais aujourd'hui que nous sommes dans une reprise, notre impression est que aujourd'hui, ensemble avec les gouvernements, la communauté des affaires, les employeurs, les travailleurs dans le cadre du dialogue social devront retravailler pour refaire ce que les travailleurs ont perdu en termes de conditions de travail, en termes de respect de leurs droits, etc. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de reprise et une reprise où tout le monde y met le sien.
Parlons exactement de cette reprise parce que c'est le monde entier qui a eu des effets négatifs à cause de la pandémie de Covid-19. Quelle a été la meilleure méthode pour lutter contre les effets de cette crise? La meilleure méthode a été d'abord, je crois que d'abord on devrait féliciter la plupart des gouvernements, surtout en Afrique, qui ont, malgré la récession, ont pu mettre en place des mesures, d'abord pour endiguer le virus, mais de l'autre côté aussi pour essayer de soutenir les structures économiques afin qu'il n'y ait pas des conséquences inéluctable. Donc je pense que c'est ça. Et ce qui a été fait d'abord, c'était d'abord endiguer le virus, mais aussi dans le processus d'endiguement, les vastes campagnes de vaccination, ça a été une très bonne chose, hein, et je pense qu'aujourd'hui c'est en train de donner des bons résultats. De l'autre côté, il y a eu des programmes de protection sociale, c'est-à-dire pour essayer de donner le minimum vital, surtout aux populations les plus vulnérables et les plus pauvres. Et puis de l'autre côté, il y a eu quand même les réformes structurelles qui ont été mises en place, surtout pour soutenir les entreprises, surtout les petites et les micro-entreprises, essayer de les soutenir, mais aussi même les grandes entreprises pour qu'on essaye de limiter les dégâts, qu'on essaye de limiter les causes néfastes qu'a créé cette crise par rapport à la protection de l'emploi. Et je pense que nous allons garder un peu le cap. Et je pense que c'est ça même aujourd'hui qui est retenu au niveau de la plupart des États, mais aussi retenu par l'Organisation internationale du travail, les institutions financières internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Nous sommes aujourd'hui tous impliqués, que même les travailleurs aujourd'hui sont impliqués dans le cadre des structures de dialogue social, de discuter avec le gouvernement, les emplois, etc., pour pouvoir continuer sur le même chemin et pouvoir, dans l'avenir, surtout pour les questions de protection de l'emploi et la protection des droits des travailleurs, que cela soit beaucoup mieux dans l'avenir. Effectivement, donc, il y a eu au niveau mondial des programmes de relance économique pour soutenir les entreprises et tout cela. Est-ce qu'il y a aussi des programmes pour les personnes, parce qu'il y a des personnes qui ont perdu des emplois? Alors aujourd'hui, puisqu'on est dans la relance, on aide ceux qui sont sur terrain. Est-ce qu'il y a aussi un moyen d'aider ceux qui ont perdu le travail à cause de la Covid? Oui, normalement, ce qui se fait, quand je parlais des mesures d'abord de protection sociale. La protection sociale c'est un instrument qu'on utilise pour pouvoir subvenir aux besoins les plus vitaux des personnes qui ne sont pas en mesure de se créer des revenus. Ça veut dire même ceux qui ont perdu des emplois. Je pense que ça doit être présent dans chaque pays. Ça doit se faire dans chaque pays. Mais de l'autre côté, on ne va pas s'arrêter qu'à donner de l'assistance. Il faut qu'à un certain moment, on puisse mettre en place des mesures pour leur donner du travail, et un travail décent, parce qu'on ne parle pas seulement de créer des emplois, mais on parle des emplois décents, des emplois qui peuvent donner suffisamment de revenus, un revenu décent, et même des mesures qui non seulement aujourd'hui entrent dans le cadre de la reprise économique, mais c'est une reprise économique qu'on dit résiliente, c'est-à-dire qui doit être, où on doit mettre en place tous les sauvegardes pour ne plus retomber dans le piège dans lequel nous sommes tombés. On ne peut pas s'empêcher ou empêcher un virus de nous attaquer, mais de l'autre côté, nous devons avoir des systèmes pour limiter le choc. Merci beaucoup. Alors, chaque année, la fête du travail se célèbre juste 2 mois après la fête où on célèbre la femme. Alors maintenant, je vais vous poser une question concernant l'écart de la rémunération des hommes et des femmes au sein de votre syndicat. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Oui, mais il faudra comprendre que l'organisation pour laquelle je travaille, la Confédération syndicale indépendante, a des programmes, mais c'est des programmes avec lesquels nous travaillons avec nos affiliés, des organisations syndicales au niveau des pays, de chaque pays. Et aujourd'hui, tous les syndicats, si je prends l'exemple du Rwanda, la Confédération syndicale des travailleurs du Rwanda, la CESTRA, le COTRAF Rwanda, ce sont les 2 grandes organisations du pays, sont aujourd'hui en train de travailler sur cette inégalité des salaires. Mais ce qui a été remarqué, quand vous regardez les statistiques, le Rwanda n'est pas parmi les pays pires
au niveau du respect, au niveau de l'inégalité des salaires. Il doit y avoir des problèmes structurels. Par exemple, comme vous savez, en Afrique, la grande partie est fait de l'informalité. Et c'est dans l'informel plutôt que nous retrouvons des femmes qui n'ont pas assez de temps pour pouvoir travailler et avoir un revenu convenable parce qu'ils ont des travaux domestiques à assurer et parfois d'autres travaux, comme vous le savez, toutes les femmes. Mais dans les systèmes structurés, je crois que ça s'est combattu et dans la plupart des pays, c'est ça le cas. Mais maintenant, il faut s'attaquer à ce phénomène, surtout dans le secteur de l'économie informelle. Merci beaucoup. S'il était question aujourd'hui de décrire ce qui fait votre fierté aujourd'hui, comment répondrez-vous à cette question? La fierté, c'est d'être toujours au service des travailleurs, être toujours là pour défendre les travailleurs, essayer de s'assurer que les travailleurs demain verront leurs droits respectés, mais aussi au-delà négocier avec les partenaires sociaux, que ce soit le gouvernement, les employeurs, les chefs d'entreprise, pour qu'ils puissent, à la limite, mettre de bonnes conditions de travail et permettre que ces travailleurs puissent avoir un salaire décent. Mais tout ça se fait dans le cadre d'un dialogue. C'est une discussion. C'est bien, c'est une revendication, c'est vrai, parce que la vie de la personne, ça ne se négocie pas. Les bien-être des travailleurs, ça se négocie. Ça se négocie avec les employeurs et même ces travailleurs. Et je crois qu'ensemble, en créant ce qu'on appelle la productivité, on peut créer des bonnes conditions de travail. Merci beaucoup. Un message pour tout le monde qui nous suit à cette occasion où on va célébrer les travailleurs. À cette occasion, c'est d'abord toujours le message que j'ai toujours envoyé, c'est de demander aux travailleurs, veuillez joindre les organisations syndicales. Ils sont là pour vous, ces organisations sont là pour vous et je souhaite une bonne fête internationale à tous les travailleurs rwandais, à tous les travailleurs en Afrique et dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur Eric Manzi. C'était un plaisir de vous recevoir au studio de la télévision rwandaise. C'est aussi un plaisir. Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir suivi l'édition d'aujourd'hui avec toute l'équipe qui a réalisé cette édition. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Vous étiez avec Amandine Ndikumasabo.